Abidjan, le 2 juillet 2014, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ministre de l'économie, des finances et du budget, était aujourd'hui dans les locaux de la Direction générale du budget et des finances DGBF. Les outils essentiels de gestion de la DGBF ont été présentés au chef du gouvernement ivoirien. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko et M. François Deluiga, président du Centre national de la fonction publique territoriale, ont signé un accord de coopération pour le renforcement des capacités des collectivités territoriales. Fruit de cette signature, la création d'un centre de formation. Autre partenariat signé, cette fois il s'agit d'un nouvel accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, en révision de l'accord de coopération agricole signé en 2004, toujours en vigueur. Accord signé par le ministre ivoirien de l'Agriculture et son homologue, Aziz Akhanouch. Et puis, à l'étranger, un jeune Palestinien de 17 ans a été enlevé à Jérusalem-Est annexé. Il a été tué aujourd'hui. Ce drame intervient après le meurtre de 3 Israéliens en Cisjordanie. Mohamed Abou Khdeir, âgé de 16 ans, a été kidnappé alors qu'il faisait du stop dans le quartier de Shoafat. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans la grande édition. Et nous sommes mercredi, vous aurez bien sûr droit à votre tranche d'informations économiques dédiée EcoPlus. Ce soir, coup de projecteur sur la professionnalisation de la filière avicole. Comment l'élevage de volailles est-il organisé dans le pays? Vous aurez des éléments de réponse dans ce journal. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ministre de l'économie, des finances et du budget, était aujourd'hui dans les locaux de la Direction générale du budget et des finances DGBF. Les outils essentiels de gestion de la DGBF ont été présentés au chef du gouvernement. Daniel Kablan-Duncan était accompagné d'Abdourahmane Sissé, ministre chargé du budget, ainsi que des directeurs généraux et centraux du département, Gabriel Zani. La Direction générale du budget et des finances, visitée ce mercredi 2 juillet par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Une visite débutée aussitôt par des séances de travail avec des présentations d'outils de gestion de la direction. Des outils qui favorisent la transparence et l'efficacité des procédures budgétaires. C'est le lieu de vous assurer de l'engagement et de la disponibilité totale de l'ensemble de ce personnel à vous accompagner pour la réussite de la haute mission que le chef de l'État a bien voulu vous confier. Le ministre chargé du budget, quant à lui, compte aller plus loin pour atteindre les objectifs assignés à la Direction générale du budget et des finances. Le ministère auprès du Premier ministre chargé du budget, à travers la Direction générale du budget et des finances, est engagé dans un vaste programme de réforme budgétaire dans le cadre de la gestion axée sur les résultats, avec la mise en place des budgets programmes. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ministre de l'économie, des finances et du budget, est satisfait du travail abattu par la direction. Mais pour atteindre les objectifs du gouvernement, il a demandé à la direction de veiller au respect strict de l'orthodoxie budgétaire. Relativement à votre mission de contrôle, j'insiste sur les réformes judicieuses à conduire pour assurer un contrôle efficient des dépenses publiques afin que par la mise en œuvre de nouveaux mécanismes, l'État ne paye que la bonne dépense et que toute tentative de fraude soit enrayée et sanctionnée conformément aux textes réglementaires en vigueur. Les finances publiques seront assainies de plus en plus, selon le directeur général de la Direction du budget et des finances. Au total, 3 outils de gestion ont été présentés au Premier ministre, à savoir le système intégré des marchés publics, le système intégré de gestion budgétaire et le sol en 2000. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et François Deluiga, président du Centre national de la fonction publique territoriale en France, ont procédé à la signature d'un accord de coopération pour le renforcement des capacités des collectivités territoriales. Fruit de cette signature, la création d'un centre de formation pour les agents. Cet accord prend forme en prélude à la 5e édition du Forum de l'action internationale des collectivités à Boussanogo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et le président du Centre national de la fonction publique territoriale, procédant à la signature d'un accord de coopération pour le renforcement des capacités des collectivités territoriales ivoiriennes, et ce, par la création d'un centre de formation pour les agents. Ce rendez-vous va marquer des progrès que nous souhaitons accomplir dans le domaine de la formation des agents dédiés à la décentralisation. Pour nous, Africains, c'est encore une priorité
avéré de ce que la décentralisation peut être un véritable raccourci au développement. C'est donner légitimité aux populations de choisir leurs dirigeants par la gouvernance locale. J'ai foi en ce que l'Afrique peut faire des progrès grâce à la décentralisation. Selon François Delouga, président du Centre national de la fonction publique territoriale, ce partenariat vise à appuyer la Côte d'Ivoire en vue de combler les déficits en la matière. Nous sommes là en soutien, en appui et surtout pour répondre à la demande qui est faite par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il y aura aussi des échanges de cadres qui pourront venir ici, qui pourront aller dans mes collectivités. Nous pourrons envoyer également un certain nombre de nos experts pour aider au montage de ces projets et la création en particulier du centre de formation de la Côte d'Ivoire pour les agents locaux. Présente à cette signature d'accord, une délégation de l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, conduite par son président Jano Aoussou Kouadio, et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Ivukosi, conduite par son président Gilbert Kafana Koni. Nous allons pouvoir tirer avantage, profit de ce centre qui va aller enseigner en Côte d'Ivoire pour former le personnel des régions, des districts et des communes. Le forum de l'action internationale des collectivités se tiendra le jeudi 3 et vendredi 4 juillet au Palais des Congrès de Paris. Il permettra d'amplifier la coopération internationale à destination des collectivités territoriales ivoiriennes sur plusieurs sujets, entre autres le développement économique local, les services publics de proximité et les actions en faveur de la jeunesse. Les travaux du comité de suivi de la grande commission mixte de coopération ivoiro-guinéenne se sont ouverts ce matin à Abidjan. Il s'agit pour les experts d'examiner une vingtaine de projets d'accord et mettre en place des partenariats dans divers secteurs, des actions communes allant dans le sens du renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée devraient être également menées à Boussano. Réunis à Abidjan, les experts du comité paritaire de suivi et d'évaluation de la deuxième session de la grande commission mixte ivoiro-guinéenne vont mener des discussions qui vont permettre d'identifier les chantiers de développement et les rendre opérationnels. Je souhaite que tous nos travaux soient sous-tendus par l'idée du renforcement de la fraternité et de la coopération afin de donner la chance à nos populations liées par l'histoire, la géographie et la culture, d'entretenir et de continuer à entretenir des relations de paix et de solidarité agissantes pour la prospérité de nos nations. Cette rencontre vise à mettre en place des partenariats dans divers secteurs et de mener des actions communes allant dans le sens du renforcement des relations entre les deux pays et du bien-être de leur population. Ce comité de suivi constitue pour nos deux pays le meilleur cadre pour rappeler les décisions et recommandations en question, évaluer le niveau de leur mise en œuvre, identifier les obstacles à rencontrer et procéder aux ajustements nécessaires. C'est mu par la volonté d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et son homologue de la Guinée, Alpha Condé, ont convenu de réactiver la grande commission mixte de coopération. Cette réunion s'achève ce jeudi. Le ministre ivoirien de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly, a été reçu hier en visite officielle au Maroc par son homologue Aziz Akhanouch. Les deux ministres ont discuté des opportunités de coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine agricole. Ils ont ensuite signé un nouvel accord de coopération en révision de l'accord de coopération agricole signé en 2004, toujours en vigueur, avec notamment l'élargissement au domaine de la recherche agronomique, de la mécanisation et la réhabilitation des pistes agricoles. Envoyé spécial au Maroc, Jean-Jacques Ouaméala. C'est à Rabat ce mardi, au siège du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, que cette convention a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministre de l'Agriculture Coulibaly Sangafoua et son homologue du Royaume du Maroc. Cette convention vient actualiser l'ancienne qui date de 2004. Elle prend en compte, entre autres, l'aménagement hydro-agricole, l'assistance technique par la formation des cadres,
la recherche agronomique, la commercialisation et la subvention des produits agricoles. L'objectif est de renforcer la coopération agricole entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le Maroc et la Côte d'Ivoire ont des expériences à partager. Notre pays est un pays à vocation agricole qui a assez son développement sur le secteur agricole. Et ces 10 dernières années, le Maroc a fait d'énormes progrès dans tous les domaines, notamment dans le secteur agricole avec le plan Maroc vert. Nous pensons que ce sont deux États qui peuvent avoir une collaboration fructueuse en matière de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Cette relation agricole de manière à susciter plus d'échanges au niveau de l'investissement, mais également d'échanges au niveau de la formation, au niveau des intrants et également au niveau commercial. Je pense que ce sont des grands chantiers qui vont être ouverts par Monsieur le ministre lui-même et sur lesquels on va travailler. Un comité a été mis en place pour suivre l'exécution de cet accord. Avant la signature, la délégation ivoirienne a échangé avec les experts de plusieurs structures agricoles du Maroc. Le PNUA, Programme national d'investissement agricole, n'a pas été oublié. Ce mercredi, le ministre de l'Agriculture était face aux investisseurs marocains pour vendre la destination Côte d'Ivoire dans le domaine agricole. Passage réussi car les opérateurs économiques marocains ont souhaité une visite de terrain en Côte d'Ivoire pour toucher du doigt les différentes opportunités d'investissement. Les exploitants de karité de plusieurs régions du pays viennent de bénéficier d'une formation sur les pratiques de la production des amandes. Ce qui est visé, c'est la production de noix de qualité. Le lancement de la formation a eu lieu à Korogo. Le ministre de l'Agriculture a apporté son soutien aux productrices du karité en visitant des sites de production. Philomène Kwame, Thérèse Tapeyobwe. La Côte d'Ivoire produit 35 000 tonnes de noix de karité par an. Elle occupe la 5e place mondiale sur 21 pays producteurs. La noix de karité est exportée sous forme d'amandes sèches ou de beurre de karité. Afin de permettre aux femmes qui exercent dans cette filière de tirer meilleur profit de leurs activités, elles viennent de bénéficier d'une formation aux bonnes pratiques de production des amandes de karité. Jusqu'à présent, elles pratiquent la production jusqu'à la structuration du beurre avec les anciennes méthodes. Et nous voulons vraiment leur donner des méthodes qui vont leur permettre d'avoir plus de production et avoir encore de la clientèle importante pour acheter leurs produits. Cette formation a été initiée par l'Agence globale de karité en collaboration avec le réseau ivoirien de karité et financée par l'USAID. En nous formant, je pense que c'est la bonne manière que nous devons retenir parce que c'est ce qui va nous sortir de la pauvreté. En plus, ça va améliorer la santé des gens. Le ministre de l'Agriculture, qui a visité certains sites de production du beurre de karité à Korogo, a rassuré les productrices du soutien du gouvernement. Le gouvernement a pris l'engagement de mettre le karité parmi les priorités. En tant que ministre de l'Agriculture, je voudrais prendre ici solennellement l'engagement et dire que nous allons aider les femmes qui produisent le karité. Auparavant, Kwasi Ntaye, directeur régional des eaux et forêts à Korogo, a exhorté les populations à la préservation des arbres de karité, dont les noix constituent une source de revenus assez importante dans la région. Il préconise le reboisement et la création d'exploitations de karité. Finir avec l'anarchie et l'amateurisme dans la filière avicole, c'est l'objectif du gouvernement ivoirien. En vue de professionnaliser la filière, le ministre des Ressources animales et halieutiques a initié en 2011 une opération de recensement des professionnels de l'aviculture. 3 ans après cette opération de recensement, quel est le résultat? Comment se porte le secteur aujourd'hui? Quelle place occupe la filière avicole dans l'économie nationale? Des éléments de réponse dans EcoPlus. Le sujet est signé Francis Boifo. C'est connu. De plus en plus, la viande de volaille fait partie des habitudes alimentaires des populations ivoiriennes. Dans les fermes, propriétaires et employés sont à la tâche, soucieux d'approvisionner le marché. Mais ils sont confrontés à de nombreuses difficultés. L'approvisionnement en poussin d'abord. De 2, la production en aliments. La qualité
n'y est pas. Ça tue les poulets, deux fois la croissance n'y est pas. Bon, ça agit sur l'économie. À Yopougon, kilomètre 17, ce sont des éleveurs aussi inquiets que nous avons rencontrés. Nous n'avons pas de bonne route. Et ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème aussi, c'est sur le marché. Vraiment, les œufs, vraiment, on a des moments, on a la difficulté à évacuer. Le gouvernement fait déjà beaucoup, mais je veux qu'il fasse quand même un peu plus pour nous aider. Au niveau de la fiscalité, ça fait des années qu'on a demandé à l'État de nous accorder quand même certaines faveurs pour qu'on puisse s'en sortir du trou. Mais jusqu'à présent, on est quand même imposé au même titre que les grandes entreprises industrielles. Vraiment, ça nous pénalise beaucoup. À ces problèmes s'ajoute le financement des aviculteurs. La banque ne nous donne pas des prêts. Notre doléance est que l'État nous aide à trouver de l'argent pour continuer effectivement à faire notre travail comme il se doit. Concurrence déloyale, cherté des aliments, problème de financement. Autant de difficultés qui entravent le bon fonctionnement de la filière avicole. Il faut réagir et vite. C'est alors que le gouvernement initie en 2011 le plan stratégique de relance de l'aviculture. Pour sa mise en œuvre, il faut des indicateurs, notamment le nombre d'éleveurs, d'industriels, de particuliers et une cartographie de la filière. Ainsi est lancée l'opération de recensement national des professionnels de l'aviculture, RNPA. 3 ans après, voici les résultats. Nous avons géoréférencé, c'est-à-dire mis sur carte avec des coordonnées géodésiques 1771 élevages, dont la capacité minimale installée est autour de 8 millions de têtes de volailles. Nous avons aussi géoréférencé 17 industriels et 998 revendeurs et vendeurs de produits avicoles. 1771 éleveurs. Et aujourd'hui, avec ce recensement, ça nous permettra de voir quelle quantité de poussins, c'est-à-dire de reproducteurs, que nous pouvons mettre en place pour satisfaire le besoin des éleveurs. Également disponible, la base de données du système de gestion statistique, la cartographie et le document de définition du professionnel du secteur avicole et bientôt la mise à disposition des aviculteurs de cartes professionnelles. Je salue cette idée parce que c'est une innovation. La carte va permettre de nous identifier. Auprès des banques, on pourra montrer la carte pour dire que nous sommes effectivement des professionnels. C'est la première fois en ce qui concerne le recensement des éleveurs. Ça nous permet d'avoir une visibilité de notre filière. En ce sens que sans recensement, il n'y a pas d'investissement correct. Selon le coordonnateur du RNPA, 83% des éleveurs financent eux-mêmes leurs activités. La filière avicole devrait être accompagnée par des banques d'abord. Ensuite, l'État en 2013 a mis en place un fonds de garantie du secteur avicole pour appuyer notamment les éleveurs dans la mise en place de leurs besoins en fonds de roulement et d'autres investissements justement qui peuvent être nécessaires pour l'extension de leur activité. L'ambition du gouvernement est claire. Favoriser l'autosuffisance en viande de volaille en Côte d'Ivoire. Le besoin minimum national s'élève en moyenne à 40 000 tonnes par an. La mise en œuvre du plan de stratégie de relance de l'aviculture assurera au secteur à l'horizon 2021 1,7 milliard d'unités d'œufs de consommation et une production de plus de 60 000 tonnes de volailles. Dans un premier temps, ce qui nous donnera en moyenne 2 kg par habitant par an. Et après, il va falloir que nous doublions cette offre parce que la moyenne au niveau africain, c'est 4 kg par habitant et par an. Le plan de relance de la filière avicole devrait contribuer efficacement à relancer les richesses générées par la filière avicole. En 2013, la contribution de cette filière dans l'économie nationale se situait entre 50 et 55 milliards de francs CFA. Les directions régionales du ministère des Ressources animales et halieutiques viennent de bénéficier de 12 véhicules tout-terrain et de 20 motos. Ce matériel roulant devrait permettre aux agents sur le terrain d'être plus opérationnels et de renforcer l'encadrement des filières bétail et pêche en Côte d'Ivoire. La remise a eu lieu hier à la Caisse de stabilisation au plateau. Victorine Yaoyobwe.
12 véhicules tout-terrain et 20 motos d'une valeur de 290 millions de francs CFA. Voilà les équipements motorisés que le ministère des Ressources animales et halieutiques vient de mettre à la disposition des directions régionales et projets d'Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké et Korogo. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a tenu lui-même à remettre à chaque bénéficiaire son matériel. Cet acte n'est pas fortuit. Nous avons élaboré ensemble un document de stratégie de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Ce document regorge de réelles potentialités et perspectives concrètes pour asseoir une production animale et halieutique durable, soutenue et prospère. Je vous invite à vous en approprier et à le traduire en projet de développement afin de relever la place des ressources animales et halieutiques dans l'économie nationale, c'est-à-dire contribuer à 6% du PIB au lieu de 2% actuellement. Le ministre attend donc de ses collaborateurs qu'ils soient désormais en contact permanent avec les éleveurs et pêcheurs afin d'accroître le rendement des filières. Les bénéficiaires, quant à eux, ont pris la pleine mesure de leurs responsabilités. Ils s'engagent à faire de leur mieux pour permettre à la Côte d'Ivoire de combler son déficit en protéines animales et halieutiques. Elle s'est ouverte aujourd'hui au plateau. La deuxième édition des Journées ivoiriennes de la viande de porc et ses dérivés est initiée par l'interprofession porcine de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'association des docteurs vétérinaires. Des journées placées sous la houlette du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani. La deuxième édition des Journées ivoiriennes de la viande porcine et ses dérivés JPORCI constitue une plateforme de promotion de la viande de porc. L'élevage moderne de porcins en Côte d'Ivoire est pratiqué par plus de 1300 éleveurs avec un cheptel de 53 500 têtes. La filière emploie 4000 personnes de façon directe et 15 000 de façon indirecte. À l'exemple des pays développés, l'interprofession porcine entend faire de la viande porcine la protéine animale la plus consommée en Côte d'Ivoire. Je suis venu ici au JPORCI pour présenter notre expérience qui a été une expérience d'investissement où on a été accompagné par des financiers, par l'accompagnement aussi de l'État qui a fait très bonifier. Le thème retenu pour les JPORCI 2014 est « La viande porcine ivoirienne, la qualité garantie, de la ferme à l'assiette ». Il démontre tout l'intérêt accordé à la protection de la santé des consommateurs. Selon une étude menée dans le cadre de la politique agricole de l'UEMOA, les secteurs porteurs de croissance au niveau de l'élevage en Côte d'Ivoire sont l'aviculture et la porciculture, parce que bénéficiant d'une meilleure organisation des filières et des investissements publics et privés en croissance. Du 2 au 4 juillet 2014, en plus des expositions, plusieurs conférences débats vont meubler ces journées ivoiriennes de la viande porcine et ses dérivés. Entre autres thèmes, la conduite de l'élevage dans les fermes porcines ivoiriennes, l'appui des banques aux éleveurs porcins et la maîtrise des normes sanitaires dans le processus d'abattage des porcs en Côte d'Ivoire. Après plus de 10 années de suspension, la Cour d'assises de Mans reprend du service. L'audience solennelle d'ouverture de la première session a eu lieu en présence des autorités de la région. Une session qui a enregistré 40 affaires de crimes devant la Cour d'assises. Les détails avec Chantal Ouma Akanda. C'est en 2002 que la Cour d'assises de Mans a mis fin à ses activités pour cause d'insécurité. Depuis cette époque, les cas de crimes et assassinats dans la région ouest ne sont plus jugés. Avec la fin de la crise, l'état de droit s'installe à nouveau dans la cité des montagnes. La reprise des audiences de la Cour d'assises de Mans vient mettre fin à l'impunité dans l'ouest ivoirien. Les crimes et autres atteintes graves aux droits de l'homme seront désormais jugés. L'ère de l'impunité est terminée. Il ne faudrait pas que les gens commettent des crimes qui sont les plus odieux dans notre nomenclature et espèrent échapper à la justice. Sans justice, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. L'ouverture solennelle marque le début des audiences. Pour cette session, ce sont 40 affaires de crimes qui sont pendantes devant la cour d'assises. Notamment 7 cas d'assassinat, 6 cas de meurtre, 7 cas de coups mortels, des cas de viol et divers autres crimes.
Les 14 membres de la cour d'assises de Mans ont la lourde charge de rassurer les populations à travers leurs délibérations. Nous sommes très heureux. Je pense que l'ouverture de la cour d'assises marque la normalisation de la situation dans cette région et également la fin de l'impunité. Ce qui sous-entend que désormais la population sera en sécurité à partir du moment où les grands criminels seront jugés et condamnés conformément à la loi. La cour d'assises a pour mission de juger toutes les personnes qui ont choisi délibérément de mettre fin à la vie d'autrui. Avec l'audience solennelle d'ouverture de la première session, la cour d'assises de Mans a repris ses activités. Vous le savez, depuis près d'un mois, Abidjan connaît des pluies abondantes. Elles ont occasionné d'importants dégâts matériels et même par endroits des pertes en vie humaine, inondations, éboulements, effondrements de bâtiments, des faits qui mettent plusieurs familles dans des conditions difficiles. Retour en images sur les dégâts causés par ces fortes pluies dans certains quartiers et communes de la capitale économique. Des habitations plongées dans l'eau dans ce quartier de la commune d'Abobo. Ce lac artificiel, occasionné par les fortes pluies, empêche les activités de la population. On fait comme on peut pour se débarrasser de l'eau. Quand l'eau vient, ça vient fort, de toute force. Ça peut prendre même les enfants, même partis. Même les grandes personnes. Hein? Regarde un peu, vous voyez la fenêtre qui est là. L'eau rentre par la fenêtre. Toutes nos affaires, tout est inondé. Tous nos habits, nos chaussures, tout. À la Riviera 3, dans la commune de Cocody, la clôture de cette maison n'a pas résisté à la force de l'eau. Rien n'a été épargné par l'inondation. Nous avons pratiquement tout perdu. Tout ce qui est dans le salon, les télés, la literie, la saison des pluies encore là. Et chaque nuit, on a peur. Toujours à Cocody, cette fois à Angré, où on craint déjà le pire. Le mur de cette habitation est tombé à cause de ce trou béant qui s'agrandit chaque jour. On a une profondeur près de 9 à 10 mètres. Quand on vous dit que l'eau a pris cette hauteur jusqu'à ce niveau, c'est qu'il y a autre chose. Toutes les cités qui se trouvent à la 8e tranche, leur eau se déverse par ce passage. Il n'y a pas d'autre sortie, mais il n'y a pas de canalisation réelle d'eau. C'est-à-dire à chaque pluie, l'eau arrive à dégager une partie de la terre. Donc vraiment, c'est un problème qui nous dépasse. En clair, habitants des sites à risque ou pas, nul n'est à l'abri des énormes dégâts occasionnés par les pluies diluviennes. Les autorités ivoiriennes, quant à elles, accentuent la sensibilisation afin d'éviter d'autres drames. Le secrétaire général adjoint du Rassemblement des Républicains RDR, chargé de la mobilisation, était aujourd'hui à la rue Le Pic face aux secrétaires départementaux du parti et les femmes membres du Rassemblement des femmes républicaines. Une manière pour Philippe Legret d'établir un premier contact avec ces structures spécialisées du parti en vue de préparer la future présidentielle. Les précisions de Maïsako. À un an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, l'heure de la mobilisation a sonné pour le Rassemblement des Républicains. Au cours d'une rencontre tenue ce mercredi à la rue Le Pic, le secrétaire général adjoint du RDR chargé de la mobilisation a mis les secrétaires départementaux du parti en ordre de bataille. Philippe Legret leur a demandé de s'approprier la mobilisation afin de garantir une victoire sans faille au président Alassane Ouattara en 2015. La mobilisation, je ne vais pas vous l'apprendre. Bien au contraire, c'est vous qui maîtrisez votre case. C'est vous qui maîtrisez l'environnement. C'est vous qui maîtrisez les cibles. C'est vous qui avez tout en main. Et c'est vers vous que je viens pour apprendre. Et pour que vous puissiez me dire à peu près comment ensemble nous allons faire pour relever la mobilisation. Après les secrétaires départementaux, c'était au tour du Rassemblement des femmes républicaines de recevoir le message de Philippe Legret, l'aider à mobiliser aussi bien les militants que l'ensemble des Ivoiriens autour de la réélection du président de la République. Les femmes du RDR ont mené un combat, un grand combat, dont le résultat est connu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et nous avons besoin encore qu'elles mènent ce combat-là, mais d'une autre façon pour pouvoir amener le président à être réélu et à être maintenu au pouvoir encore pour 5 ans. Les secrétaires départementaux et les femmes du RDR ont assuré le secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation de leur soutien. À l'étranger, un jeune Palestinien de 17 ans a été enlevé à Jérusalem-Est, annexé et tué aujourd'hui. Ce drame intervient après le meurtre de 3 Israéliens en Cisjordanie. Mohamed Abdou Khdeir, âgé de 16 ans, a été kidnappé alors qu'il faisait du stop dans le quartier de Chouafat à Jérusalem-Est. Occupé et annexé, son corps a été découvert plusieurs heures après
portant des marques de violence dans la partie ouest de la ville. Ces femmes palestiniennes pleurent un adolescent retrouvé mort ce matin près d'une forêt de Jérusalem-Ouest. Mohamed Abouher, 16 ans, a été kidnappé alors qu'il faisait du stop dans le quartier de Chouafat. Une voiture s'est approchée de lui, elle s'est arrêtée et 2 hommes l'ont emmené de force. Il a essayé de résister mais il n'a pas pu. C'est un jeune homme petit et frêle, ils ont réussi à l'enlever. Il s'agit d'un acte de vengeance présumé après le meurtre de 3 adolescents israéliens en Cisjordanie. Le gouvernement israélien a demandé l'ouverture d'une enquête après ce crime jugé abominable. Pas de quoi calmer la colère palestinienne. Depuis ce matin, de violents affrontements opposent des jeunes du quartier de Chouafat à des policiers israéliens à Jérusalem-Est. Jets de pierre, cocktails Molotov contre balles en caoutchouc. La rue s'enflamme. Il y a au moins 30 blessés palestiniens. De nombreux autres ont été arrêtés. Une tension de plus alors que le gouvernement de l'État hébreu mène une campagne contre le Hamas accusé du meurtre des 3 jeunes Israéliens. Nous avons déjà arrêté des centaines d'activistes Hamas, nous avons fermé des douzaines d'institutions, nous avons démoli des maisons, nous sommes toujours en action. Dans ce contexte, Washington a appelé Israéliens et Palestiniens à éviter de s'engager dans des actions qui déstabiliseraient la région. Il est porté à la connaissance des candidats au concours d'entrée dans les écoles de gendarmerie session 2013 que le résultat est disponible et peut être consulté au lieu suivant: le commandement supérieur de la gendarmerie nationale au Plateau, la caserne de gendarmerie nationale de Cocody, route de Bingerville, l'école de gendarmerie nationale de Cocody, route de Bingerville, la caserne de gendarmerie d'Agban, route Zo, les escadrons de gendarmerie 2/1 de Yopougon et 4/1 de Koumassi, les états-majors des légions de gendarmerie de Daloa, Boaké, Korogo, Yamoussoukro et San Pedro. La rentrée dans les différentes écoles, Abidjan et Torogué, est prévue pour le samedi 5 juillet 2014 à 8 h. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 23 h avec Maïsako. Bon, je vous dis à très vite. Bonsoir.